Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre revue d'actualité politique hebdomadaire coproduite avec le média et Vox Africa, diffusée sur Vox Africa le dimanche à 16h GMT et 17h heure de Paris. Au sommaire aujourd'hui, un grand entretien avec un grand témoin. Je reçois Guy Laberty, ancien monsieur Afrique, comme on disait, du Parti socialiste français, compagnon de route de nombreux politiques de gauche en Afrique durant des décennies et auteur de ce livre Anticolonialement Vôtre, autobiographie d'un militant politique, paru aux éditions Cartala, une plongée dans la trajectoire d'un homme engagé aux côtés de figures qui ont marqué leur temps comme Thomas Sankara, Laurent Gbagbo ou Jean-Marie Tjibaou, et aussi une réflexion sur l'héritage colonial encore omniprésent dans nos sociétés contemporaines. Bonjour Guy Laberty. Bonjour. Alors on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vraie vie et qu'on se connaît depuis maintenant des décennies. Oui. Alors tu viens de publier aux éditions Cartala ce livre, Anticolonialement Vôtre, autobiographie d'un militant politique, on va dire tome 1 d'une autobiographie parce que, disons dans sa phase politiquement active, ton récit va de 1966 à 1991 seulement. À quand le tome 2 ? Le tome 2, pardon, le tome 2, il est dans la tête. Il est en préparation dans la tête et il sortira. Enfin, j'espère encore avoir quelques années pour avoir le temps de l'écrire. Oui, on en est convaincu. Pour comprendre la suite, je crois qu'il vaut mieux comprendre le début aussi. Alors, tu écris Anticolonialement Vôtre et ton livre sort au moment où, après le Mali, le Burkina et le Niger, le Sénégal et le Tchad montrent la porte de sortie à l'armée française. Un parfum de rupture flotte dans l'air, mais j'imagine qu'il ne ressemble pas à ce que tes camarades africains et toi imaginiez durant vos années gauchistes. Quel regard portes-tu sur le mouvement en cours, ou plutôt sur les mouvements en cours, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs pays, plusieurs réalités, et sur la réception qui en est faite en France ? D'abord, je récuse un petit peu l'adjectif de gauchiste. Parce que, bon, effectivement, c'est sûr que je suis un enfant de 68. Et en fait, en 68, c'est une aspiration qui est extrêmement libertaire. Et surtout, dès le début de ma vie, j'ai été très marqué. Je vais à l'UNEF, évidemment, en 68, et je m'occupe des relations avec... L'Union nationale des étudiants de France. Voilà, oui, l'Union nationale des étudiants de France, oui, effectivement, il faut le rappeler, qui est quand même une organisation qui va jouer un rôle en 68 avec le syndicat du supérieur Alain Gesmar. Et à l'époque, l'UNEF, c'était Jacques Sauvageau, et puis évidemment, la troisième figure... Daniel Cohn-Bendit. Donc je suis dans ces milieux-là, à Bordeaux. Et Bordeaux, j'insiste sur ça, Bordeaux, le port de Bordeaux, c'est un des anciens poumons de l'Empire colonial. Et par tradition coloniale, je dirais que la plupart des étudiants africains qui arrivent en France, ils sont souvent affectés à l'Académie de Bordeaux. Et pour ceux qui viennent du côté de l'océan Indien, c'est plutôt l'Académie d'Aix-Marseille. Voilà, c'est la tradition coloniale oblige, si j'ose dire. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu des relations immédiate dès janvier 69 avec des gens qui ont marqué l'histoire de la FEANF, dont d'ailleurs un étudiant venu de Haute-Volta, puisqu'à l'époque c'est encore la Haute-Volta, et qui a été d'ailleurs un président de la FEANF vers 72-73, et qui lui avait, comme on disait, fait Dakar en mai 68, et moi j'avais fait Bordeaux, et c'est un petit peu à cause de cela que nous nous sommes rencontrés en janvier 69, et qu'il m'a précipité... vers le continent africain, alors que, étant moi-même plutôt étudiant en espagnol, on avait les mêmes études, j'étais plutôt orienté sur l'Amérique du Sud et Che Guevara à l'époque, voilà. Alors l'ère était révolutionnaire et vous imaginiez, je suppose, en fait la sortie du néocolonialisme. On peut dire qu'en ce moment, c'est de ça dont on parle quand on évoque les bases militaires françaises dans ces différents pays. Mais c'est une configuration, disons, qui est une configuration de 2024. Le regard de quelqu'un qui a espéré dans la rupture des liens coloniaux peut être intéressant sur ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est-à-dire que on était aussi très pressés. On avait un énorme enthousiasme, un énorme espoir. Et dès ce début des années 70, on fait beaucoup de meetings communs. Je rappelle cette histoire-là parce que, vous savez, quitter la zone franc CFA, les bases militaires françaises,
C'est aussi dans l'actualité, dans certains pays, dès le début des années 70, avec Madagascar et aussi la Mauritanie. Je me souviens avoir fait des débats publics, des meetings avec la FEANF sur lesquels on discutait justement du retrait de la zone CFA de Madagascar, de la Mauritanie, et évidemment du retrait des bases militaires, Diego Suarez en l'occurrence à Madagascar. Enfin, donc je veux dire qu'il y avait un... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'aujourd'hui, au moment où ce livre sort, avec le titre Anticolonialement vôtre, qui, je dois le dire, est une idée de l'éditeur, après avoir lu le manuscrit, c'est en pleine actualité. Parce que tout à l'heure, tu parlais de néocolonialisme, effectivement. Pour moi, néocolonialisme, c'est une nouvelle forme du colonialisme. Hein. On va pas faire des exégèses sur le mot. Et on voit les deux choses qui sont fondamentalement remises en cause aujourd'hui en Afrique, par les nouvelles générations et par quelques juntes militaires, mais ça de façon peut-être plus opportuniste, c'est la présence des bases militaires françaises et la survivance du CFA, dont, si j'ose dire, la réforme qui était commencé à être engagé par des chefs d'État d'Afrique de la CEDEAO, a été littéralement confisqué en 2019 par le couple présidentiel Macron-Ouattara. Et je crois même à la surprise de certains chefs d'État qui avaient participé à cette réflexion de rupture. Et d'ailleurs, on a vu que l'écho n'a aucune réalité, aucune différence avec la situation d'avant. Et qu'effectivement, j'espère que c'est aux Africains eux-mêmes de définir sur quelle base se fera cette monnaie africaine et pas sur l'intervention du président français. Mais ça a mis du temps, justement, pour que ces thématiques que vous agitiez sur les campus et ailleurs prennent corps dans le... Vous vous rendez compte, ça fait un demi-siècle. Et je dois dire que, en tout cas, je disparaîtrai heureux parce qu'on n'a pas tout à fait lutté pour rien, même si à l'époque, on était peut-être très, très en avance. Certains ont découvert ces choses-là il y a plus de 10-15 ans, mais... Ça nous a animés il y a très longtemps, justement au sortir de cette explosion de 68. Tu m'as dit une fois, l'histoire est lourde. L'histoire est tellement lourde qu'elle prend du temps et finalement, faire bouger les choses, ça prend du temps. Et quand on fait de la politique, ce temps peut être au-delà d'une vie politique, voire d'une vie, et ça peut être assez troublant, ça. Moi, c'est pas du tout troublant. Plus je me suis engagé en politique, c'est-à-dire... plus je saisissais la subtilité des rapports de force dans le monde, et plus j'ai ressenti que c'était très difficile de le faire bouger. Et je trouve que ce qui se passe, en tout cas au niveau, je dirais, des idées, des volontés, des boussoles, en finir avec les bases militaires françaises, en finir avec le franc CFA, je dirais que c'est l'aboutissement de plus d'un demi-siècle d'aspiration. Et ça rend modeste parce que, vous savez, les grands politiques, leur vision, elle est souvent occupée par la durée de leur mandat. Mais l'histoire profonde, l'histoire lourde, comme tu disais, je crois que moi, j'ai surtout un engagement très militant, qui a toujours été au niveau des partis. Je n'ai pas été très intégrable dans l'État français. Je dois dire d'ailleurs que c'est sous la primature de Lionel Jospin que, je dirais, oui, il y a eu le plus d'atomes crochus et on l'a vu notamment pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'on a l'impression, ce qu'on voit, ce qu'on aperçoit, ce qu'on observe, c'est que finalement ces mouvements en cours, qui sont en cours dans des pays démocratiques comme le Sénégal, avec un exécutif fortement légitimé par des législatifs après la présidentielle, mais on voit aussi au Tchad qui n'est absolument pas une démocratie, ou dans des pays où il y a des juntes militaires quand même soutenues par une partie du peuple. Bref, un ensemble de pays totalement différents, la même aspiration porte des politiques. Et on a l'impression qu'en France, malgré le jeune âge de ceux qui dirigent, de celui qui dirige notamment, on est complètement perdu et perplexe par rapport à quelque chose, une sorte d'accouchement long qui a commencé il y a très longtemps et qui a aussi commencé en France, sur les campus français. Comment expliquer ça ? Comment expliquer que cet accouchement long, on a l'impression qu'en France, on n'a jamais eu l'impression que le bébé allait naître, c'est-à-dire... Si vous voulez, moi je crois que on fait les choses ne pouvaient bouger
que si elle venait d'Afrique. Nous, en tant que militants, en tant que citoyens français, européens, je considérais qu'on était surtout à un accord idéologique avec ces gens qui aspiraient à une Afrique libérée des tutelles. C'est un choix. C'était un choix. C'était un choix de conviction, pas un choix de citoyenneté. Moi, j'étais français, mais j'aspirais à ça. Et j'ai vécu des moments politiques assez durs où j'ai eu pratiquement à choisir entre mes convictions et ma citoyenneté. Quand vous aspirez justement à faire vraiment changer le monde avec vraiment un esprit égalitaire, à un moment donné, quand vous êtes citoyen d'un État colonial ou néocolonial, vous apparaissez presque comme un traître aux intérêts du pays dont vous avez la citoyenneté. Aux intérêts que l'on vend comme les intérêts du pays. Voilà, c'est ça, les intérêts qu'on vend comme les intérêts du pays. Mais moi, je vois maintenant, et tu le soulignais, quelle que soit la situation politique des différents pays, évidemment, moi, si vous voulez, à l'heure actuelle, ce qui se passe me réjouit surtout au niveau du Sénégal. Parce qu'au niveau du Sénégal, il y a une volonté, quand les gens disent de rupture, en fait, c'est de changer la nature des rapports vers une perspective plus égalitaire. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer là, et ça aussi c'est une idée qui sera lente à s'imposer, c'est que l'Afrique reprenne le contrôle de son histoire, que la France ou d'autres puissances étrangères cessent de confisquer l'histoire des peuples africains. Ça fait des siècles que c'était le cas, et donc c'est peut-être difficile à imaginer. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut imaginer. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas... En tout cas, l'idée s'est imposée, quelles que soient les situations politiques, que ce soit des juntes militaires qui renversaient des gouvernements élus, que ce soit un processus démocratique comme on vient de le vivre au Sénégal, ou quelle que soit la situation de ce qui s'est passé au Tchad. Bon, on pourrait en discuter en détail, de savoir pourquoi ci, pourquoi ça, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'idée s'impose, cette idée de reconquérir le droit à faire son histoire. Alors, les choses auraient pu se passer autrement. Les gens qui ont un certain âge, comme moi, se souviennent qu'il y avait un mouvement de défrançafriquisation, si on peut dire, à la fin des années 1990, avec Lionel Jospin. On parlait de processus Recamp, on parlait de beaucoup de choses qui ont été remises en cause par l'élection de 2002 de Jacques Chirac. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi, justement, ce mouvement de retrait progressif, en tout cas d'un point de vue militaire, a été si éphémère? De toute façon, moi je ne vous cache pas que Lionel Jospin a été Premier ministre dans le cadre d'une cohabitation. Et ce n'est pas un secret de penser que leur désaccord entre Premier ministre, président sur la politique de la France en Afrique était patent. Et le summum, ça a été en décembre 99, quand il y a eu et là je peux me permettre d'en parler très précisément, puisque même étant au niveau du parti, j'ai été quand même mêlé aux échanges autour de la Noël. C'est évident que Lionel Jospin s'est absolument opposé à une intervention que voulait Jacques Chirac pour réimposer Bédier. Bédier qui était le successeur d'Houphouët-Boigny et qui avait été renversé par le coup d'État militaire, en tout cas attribué à Robert Gueil. Voilà, alors ça c'était un mouvement fort. Je signale quand même que dès que Lionel Jospin a été Premier ministre au tout début du mois de juin 1997, moi le samedi suivant, j'ai eu Luc Gauthier, qui était le conseiller défense de Lionel Jospin, me demandant « Qu'est-ce que tu penses au Congo ? Quelle politique peut-on définir ?» Je me souviens lui avoir dit « Écoute, c'est extrêmement complexe parce que d'une part, on a un processus de renversement militaire engagé par Sassou Nguesso qu'on ne peut absolument pas appuyer. Et d'ailleurs, à l'époque, Jacques Chirac penchait beaucoup pour cela. Et de notre côté, évidemment, ça va de soi, hein, quand on parle du Congo. Et aussi Pascal Lissouba, dont on ne peut pas dire sur la fin de son mandat qu'il était particulièrement respectueux des textes constitutionnels. Et Jospin, moi je me souviens de son expression, il disait l'armée française n'a pas à faire la police dans les capitales d'Afrique. Et il y a eu une forme d'intervention, d'évacuation d'ailleurs de citoyens européens. Il a été extrêmement prudent. Et je dirais que c'est quand même
à ce moment-là que peu après ont été fermées les bases de Boire et de Bangui. Enfin, c'était un début, mais sachez que toutes ces petites avancées étaient des choses extrêmement difficiles, parce qu'il y avait évidemment la présidence qui voyait ça d'un très mauvais œil. Et je me permets une anecdote. Lionel Jospin a fait un seul voyage politique en Afrique, en décembre 1997. Il était allé au Maroc et moi j'ai été associé à la partie Sénégal-Mali, où il m'avait fait l'amitié de m'inviter personnellement. Et à la fin, quand on est dans l'avion de retour, il me dit « Guy, je suis à la ramasse, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le point ». Et moi, évidemment, tout enflammé, je lui propose une suite de parcours de capitale à visiter. Il m'a dit « Tu sais, je ne suis pas là pour aller raconter le contraire de ce que fait Jacques Chirac 6 mois après ou 15 jours avant ». Et il m'a dit, j'ai marqué mes positions au plan militaire, bon, à travers effectivement Recamp, bien sûr, ça n'avait pas un côté révolutionnaire, mais c'était très réformiste de vouloir que les Africains reprennent en main leur propre sécurité. Et au plan politique, je me souviens qu'il a fait son discours à l'Assemblée malienne à l'époque. C'était d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, Diallo, qui l'avait reçu. Et c'était aussi le temps d'Alpha Konaré, etc. Et donc là, pour moi, ce qui restera inachevé dans la vie, c'est que Lionel Jospin n'a jamais été chef d'État. Et donc je n'ai pas pu savoir jusqu'au bout, jusqu'où on pouvait aller dans l'État français. Alors ton parcours politique en Afrique et autour de l'Afrique est particulier pour les gens de ta génération. Beaucoup ont découvert l'Afrique en faisant de la copée, comme on disait, donc dans une sorte de relation néocoloniale, qu'ils étaient en service militaire ou en service civil, qu'ils soient partis pour 2 ans dans le cadre d'une copée plus âgée, ou alors qu'ils aient travaillé pour des grandes entreprises sur le continent. Mais toi, tu viens à l'Afrique par la filière affective, si on peut dire, via les Africains qui se retrouvent avec toi à l'université de Bordeaux, on le disait, dans cette période si particulière de 1968, et ça change tout. Le rapport avec le continent part du rapport avec des gens issus du continent et pas des institutions. Oui, c'est très important et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette partie de ma vie, parce que maintenant je peux tirer des bilans, mais tu te rends compte que la première fois que je mets les pieds en Afrique, c'est en 73, j'ai 24 ans, je suis jeune prof, c'est pour ça que j'ai pu me payer un billet d'avion aller-retour et passer plus de 2 mois où j'ai vraiment voyagé en taxi-brousse. Et mes étapes, elles se font chez mes potes de la FEANF du Togo, dont certains vont aller rapidement en prison, être torturés, brièvement ministres 4 mois, puis de nouveau réfugiés politiques aux Pays-Bas. C'est le cas de Zoumaro au Togo. Et puis également du Bénin, du Niger et de la Haute-Volta, qui est toujours encore la Haute-Volta. Pour moi aussi, ce qui est très important dans un parcours politique, c'est la force des relations humaines. Et ça, j'y suis très attaché. Et aujourd'hui, c'est ce que je retiens de plus fort dans ma vie. Parce qu'en fait, quand tu découvres l'Afrique en taxi-brousse, comme ça, avec des amis qui sont des égaux, c'est pas du tout la même chose que quand tu es dans un ministère à 23 ou 24 ans, un coopérant, un conseiller, des fois du ministre et des fois reçu par le président. Évidemment. Moi, je veux pas aller plus loin, mais après, quand je suis... D'ailleurs, je le dis dans le livre, finalement, ce sont plutôt les politiques africains qui m'ont poussé vers le PS. Parce que moi, je suis allé au PS, j'avais 42 ans. Et je me souviens de l'accueil de Gérard Fuchs quand il est secrétaire aux relations internationales, qui me dit « Ah Guy, tu viens enfin là où ça se passe ». Alors au début de ta carrière politique, justement, tu milites au PSU, une petite formation qui a la culture de l'anticolonialisme. Oui. Et déjà, vous menez les combats pour la Kalaki, Nouvelle-Calédonie, pour les autres néocolonies de la République, si on peut dire. Et aujourd'hui, on a l'impression que la relation entre l'État français et les Outre-mer pourrit en même temps que celle qui lie l'ancien empire aux anciennes colonies en Afrique. Est-ce que les deux phénomènes peuvent être liés ? Je ne sais pas s'ils sont liés. En tout cas, dans ma tête, ils sont profondément liés parce que dans mon engagement en Afrique,
je ressentais une dimension coloniale, quoi. On appelait ça le néocolonialisme parce qu'il y avait eu les indépendances. Mais je me souviens de l'expression de la FEANF qui était les indépendances formelles. Et donc, moi, je tenais en particulier à parler de cet aspect. Dès que je suis étudiant à Bordeaux, je suis très lié au mouvement à des gens qui sont pour l'indépendance des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. On a eu cette aspiration à la libération de toutes les tutelles. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous avez les problèmes qu'on appelle les problèmes de la vie chère en Martinique, c'est le reflet, c'est les séquelles d'un système colonial. C'est pareil en Guadeloupe, chaque fois que vous avez des mouvements extrêmement revendicatif. En réalité, si c'est sur l'organisation de l'économie, l'organisation du commerce, et vous vous rendez compte que ce sont les mêmes familles qui aujourd'hui sont à la tête des hypermarchés, qui étaient autrefois à la tête des sucreries, etc. Il y a une certaine continuité, et pour le peuple kanak, ça a été véritablement le révélateur, parce que c'était une situation coloniale qui perdure. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez M. Thin, qui était un des leaders du mouvement kanak qui s'est développé au début de cette année, quand M. Macron a voulu imposer qu'on revoie le corps électoral qui était issu des accords de Paris et de Nouméa, on se rend compte que M. Thin, il est arrêté, il est emprisonné à Mulhouse. Il est emprisonné à Mulhouse et j'ai évoqué ce cas là sur un autre plateau, et cette décision a été même confirmée par la justice française en appel à Nouméa. Donc on est où là ? Autre exemple, Mayotte. Moi je suis de ceux, d'ailleurs j'en parle dans le livre, j'ai travaillé avec des gens qui étaient de Mayotte et qui étaient du Front démocratique comorien, qui voulaient le rattachement, qui voulaient revenir sur le rattachement de Mayotte à l'ensemble comorien. Bon, je ne suis pas Mathusalem, hein. C'était effectivement dans les années 70. D'ailleurs, je cite le nom de M. Montjoint. Je me rappelle qu'en 84, la France aurait pu interrompre ce processus de séparation de Mayotte à l'ensemble comorien. Là, de toute façon, que ce soit la départementalisation pour les Outre-mer aujourd'hui ou la coopération, les accords de coopération pour les colonies d'Afrique, tout pourrit en ce moment. Et est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec la culture politique de celles et ceux qui gouvernent aujourd'hui, qui n'ont pas connu la période coloniale et qui peut-être ne se rendent pas compte qu'ils ont un logiciel suprémaciste? Mais évidemment, ils ont gardé ce logiciel. D'ailleurs, dans la 4 de couve du livre, on affirme clairement que les mentalités coloniales restent présentes dans toutes les têtes, qu'elles soient de droite ou de gauche, en France. Et chez les gens, c'est quasiment inconscient. C'est quasiment inconscient. Mais aujourd'hui, vous voyez, ça nous arrive à des aberrations. Quand vous voyez Darmanin dire il faut abroger le droit du sol dans un département français, Mayotte, c'est bien l'aveu le plus grossier qu'on est en pleine colonie. Et d'ailleurs, je crois que Rémi Carayol a fait, j'en suis sûr, Rémi Carayol a fait un livre là-dessus, Mayotte, département colonie. On est en plein là-dedans, mais il faut bien être persuadé que, moi je l'ai vécu tout au long de mon engagement de plusieurs décennies, c'est que j'ai rencontré des mentalités coloniales aussi bien à droite qu'à gauche, mais c'est souvent très, très inconscient. Il y en a très peu qui ont une sensibilité. Moi, combien de fois j'ai entendu dire « Ah oui, mais toi, t'es avec eux » ou alors « Tes positions sont dangereuses, nous sommes français ». Donc, dans le cas de cet engagement, tu passes, disons, d'un engagement dans un petit parti, tu passes de cet engagement dans un petit parti pour un engagement dans le cas du PS, tu deviens une personnalité ressource même au sein du PS en raison de ta connaissance profonde d'une partie du personnel politique africain et des pays d'Afrique au moment justement de la fin de la glaciation du parti unique. Mais disons, c'est comme si tu n'avais pas vraiment fait exprès de t'institutionnaliser, comme si tu avais été porté par quelque chose qui est finalement très africain. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je voulais expliquer pourquoi finalement, dans un parti qui était un parti de gouvernement, je me suis comporté comme je me suis comporté. C'est-à-dire en restant profondément fidèle à des convictions, jusqu'à ce que la contradiction se pose. Et elle s'est posée avec la Côte d'Ivoire.
où à ce moment-là, en 2011, tout le monde me tourne le dos dans mon parti, quoi, c'est clair. Alors, les personnes de ta génération sont arrivées à maturité politique juste après la période coloniale stricto sensu, mais ils ont pour beaucoup préféré s'intéresser aux luttes des camarades latino-américains aux prises avec l'impérialisme états-unien, mais il y a eu une forme d'aveuglement, de trou noir sur l'Afrique. Quand on regarde ceux qui ont écrit, ceux qui ont été journalistes, ceux qui ont été activistes, il y a très peu de gens comme toi qui sont intéressés à l'impérialisme de leur propre pays. Comment on peut l'expliquer ? Disons que c'est souvent plus porteur d'incarner des luttes qui ne touchent pas directement, si j'ose dire, au nerf de l'État colonialiste ou néocolonial. Il y a l'Amérique, mais je voudrais insister aussi, beaucoup se sont beaucoup investis plutôt par rapport à l'Europe de l'Est. Oui, aussi. C'était plus porteur. Et dans l'évolution du monde, d'ailleurs, on peut voir les gens qui ont fait de brillantes carrières et qui voyaient bien, qui savaient dénoncer l'impérialisme soviétique, mais qui étaient étrangement muets devant l'impérialisme français. C'était cette époque des années 90, où nous, on était vus comme des... c'était le sanglot de l'homme blanc, quoi. Nous, on comptait pas beaucoup, on était des petits naïfs, des petits anges, là, qui rêvaient d'un monde, mais eux, ils s'occupaient des choses sérieuses, travaillaient contre les États-Unis et travaillaient contre l'Union soviétique. Mais la France, après tout, à croire qu'on était que c'était un État virginal. Et je l'ai observé. Je me souviens, je suis allé à La Baule au moment du sommet de 90. Franchement, je dois vous dire que moi, j'ai fait à l'époque dans un journal un article qui a détonné. J'avais dit la nostalgie de l'Empire. La Baule, le discours de La Baule, la nostalgie de l'Empire. Bon, certains ont dit, mais là, il est complètement délirant, parce que certains pensaient que c'était la grande rupture et que ça y est, maintenant, on allait avoir des relations nouvelles avec le continent africain. François Mitterrand, on a vu ce que ça a donné. Moi, je me souviens que même quand j'ai fait... Alors que je suis au PS, un petit papier sur en finir avec le syndrome de Fachoda en 1994, François Mitterrand est encore président, je dois vous dire que je n'ai pas été vraiment applaudi par tous les gens du secrétariat international du Parti socialiste. Certains même futurs m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc, le syndrome de Fachoda, c'est la rivalité franco-anglaise sur le continent. Et qu'on a en fait, moi j'ai écrit ce papier après ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que fondamentalement... Les errements de la politique française sont fondés sur une vision qui n'est pas d'ailleurs tout à fait erronée, de l'affrontement entre le monde anglo-saxon et le monde français. Mais enfin, c'était quand même deux mondes, je dirais, tutélaires. Et bien justement, en plus, fermer les yeux sur un génocide parce qu'on affronte les Américains, c'est fermer les yeux sur la réalité humaine de ceux qui sont là et dont la vie n'est pas plus importante qu'une une map monde, on va dire. Ce qui frappe à l'époque, pour revenir à l'époque où tu t'éveilles à la politique et à la politique africaine, fin des années 60, début des années 70, c'est l'omniprésence parmi tes camarades africains de l'idéologie, en tout cas ceux qui sont dans l'opposition, et même d'un certain sectarisme idéologique entre les maoïstes, les pro-albanais, les pro-russes. Les débats virent au pugilat. Avec le recul, est-ce que ce n'était pas aussi une forme d'aliénation ? Mais bien évidemment, c'est une copie, mais ça allait très très loin. Bon, à la fin, au niveau de la féance, ça a été la fin, c'était la lutte entre les pro-chinois et les pro-albanais, parce que les trotskistes avaient à peu près avaient déserté. Bon, bien sûr, ça avait quelque chose de caricatural. Et si vous voulez, mais c'est intéressant de voir. Bien sûr que c'était une forme d'aliénation. Et je pense qu'aujourd'hui, les peuples africains, s'ils veulent reconquérir leur histoire, ça ne sera pas pour changer de tutelle, mais ça, c'est leur boulot. Moi, je ne fais que constater qu'en tout cas, j'ai passé ma vie à souligner qu'on maintenait des rapports tutélaires avec le continent africain. Je vois que ça commence à craquer et je me dis, t'as pas passé ta vie pour rien quand même, c'est en train de bouger. Mais vous savez, une vie humaine, ça dure
bon, ça peut pas suffire pour des bouleversements aussi forts dans le monde. Et je peux vous dire que c'était très drôle parce que très drôle entre guillemets, j'ai connu des responsables maoïstes, par exemple au Gabon, qui après ont été directement au plus haut dans le système d'Omar Bongo. Ils ont été ministres. Vous en avez d'autres qui, par contre, eux, ont été arrêtés pendant la dictature Yadema, parce que, et je parle notamment beaucoup de Dominique Lantam-Zoumaro, qui est arrêté dans des conditions extrêmement difficile en 77 parce qu'ils veulent créer une fédération de l'éducation nationale. Ils vont aspirer à une lutte pour le multipartisme et ça finit très mal. Ça finit par des tentatives d'assassinat, des maisons incendiées et finalement réfugiés à partir des années 90 aux Pays-Bas. Alors justement, tu racontes bien cette période de guerre froide où les dictatures civiles et militaires sont partout. Il y a des militaires réactionnaires, il y a des militaires révolutionnaires. Dans les pays réactionnaires, tes camarades, tu l'as dit, sont dans la clandestinité ou en prison. Et le tragique règne. Mais il y a aussi des militaires révolutionnaires qui ont le pouvoir. Il y a Thomas Sankara, tu le rencontres à Ouagadougou, et tu rencontres aussi Blaise Compaoré. Est-ce que tu pressens l'aboutissement fratricide de leur lien? Je ne le pressens qu'en 1987. Moi, j'ai connu Thomas Sankara parce que j'animais, c'est la période où je dirige Libération Afrique, Caraïbes Pacifique, et j'ai fait un numéro spécial sur Old Volta, mais puisque le temps que le journal sorte, c'est devenu Burkina Faso le 4 août de cette année 84. Et donc Thomas Sankara, fallait voir l'armée voltaïque. Au sein de l'armée voltaïque, vous aviez le rassemblement des officiers communistes. C'était quand même assez singulier. Moi, à l'époque, je crois encore au raccourci militaire pour aller à la démocratie. Et ça, c'est un petit peu mon côté hispanophone, parce que j'avais vu ça au Pérou à la fin des années 60. Excusez-moi, là, ça fait un peu Mathusalem, mais on avait toujours cet espoir. Et je dois dire que en 84, donc, on fait ce numéro spécial. Et après, j'ai entretenu des rapports réguliers. J'y vais chaque année, mais je ne me contente pas de serrer la main de Thomas Sankara. On a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, dans ma petite revue, qui est une revue militante qui tire à 3000 exemplaires, en 86, je fais un papier que j'intitule « Les 100 fleurs fanées », parce que c'est une référence à la Chine, parce qu'il y avait beaucoup de groupes pro-chinois derrière Sankara. Les 100 fleurs fanées du Burkina Faso. Et au mois de juillet 86, Sankara lui-même téléphone et me dit « Mais la Berthe t'écrit n'importe quoi, faut venir t'informer, etc. » Donc je suis allé m'informer, comme il disait. Donc j'ai eu ce qu'on appelle plaisamment ma rééducation pour tomber sur les rails de la Révolution. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là quand même que s'affirme un certain pouvoir personnel, quoi. Et moi, je ne remets pas du tout en cause l'authenticité des convictions de Thomas Sankara. Mais c'est vrai qu'il est dans un monde qui lui est totalement hostile. Comme Mitterrand lui a dit, Thomas Sankara, vous tranchez, mais vous tranchez trop. Et après, bon, je ne viens pas sur l'histoire particulière qui ont conduit à son assassinat, mais il est évident que la Côte d'Ivoire a joué aussi un rôle important pour voir la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, pour voir effectivement Compaoré devenir l'exécutant de cet assassinat. Mais je dis d'ailleurs qu'au début, je pense que lui-même, Compaoré, s'est fait dépasser par d'autres, comme Djendjéré, mais en réalité, non. Moi, j'ai rencontré Blaise Compaoré 15 jours après l'assassinat de Thomas Sankara. Je ne sais pas si je dois aller au Burkina, etc. Et il m'accueille en me disant, c'est le couvre-feu, hein. Moi, je ne m'attendais pas du tout à être reçu la nuit. Alors, on m'a amené avec des mots de passe et tout ça, jusqu'au Conseil de l'Entente, où s'est passé l'assassinat 15 jours avant. Et je trouve Compaoré, le président Compaoré, très abattu. Il a même des Kleenex. Il me dit « Ah, ce pauvre Patrice ».
ce qui est subtil parce qu'il sait que Patrice Zagré, qui a été assassiné avec Sankara, était ce qu'on appelle en Afrique mon logeur avant. En 82, j'ai logé chez Patrice, et dont d'ailleurs le frère après a été... par les sentiments. Enfin, oui, parce que là, je peux pas... Et même quand on sort de l'entretien, il me dit, tu vois, Guy, ça s'appelle le Conseil de l'entente, quelle tristesse après ce qui s'est passé. Enfin bon, un truc... bon, j'ai mis... bon, j'ai complètement compris quand j'ai vu l'assassinat de Lingani et Zongo. Et je me suis même permis de dire... D'autres camarades... oui, oui, excusez-moi, oui, parce que moi je suis dans mon passé là, mais il faudrait peut-être que je me réactualise. Donc Lingani et Zongo étaient... il y a eu 3 capitaines et un commandant qui ont fait ce fameux coup d'État de 1983 qui a porté le capitaine Sankara au pouvoir. Il y avait le capitaine Compaoré, il y avait le capitaine Henri Zongo et il y avait le commandant Lingani. Et donc... et 3 des 4 ont été tués. 3 des 4, oui. Et là, je me suis permis de dire à Compaoré, d'ailleurs, il y a eu un grand blanc quand on s'est téléphoné. J'ai dit, mais des exécutions sans procès ni rien. Et puis d'une voix blanche, il m'a dit, de toute façon, il y aurait eu des procès, la réaction de la communauté internationale aurait été la même. Et j'ai dit à un autre qui est devenu après président d'Assemblée nationale, j'ai dit, mais alors, ces assassinats-là, c'est le doute historique. Sur celui de Sankara, c'est évident. C'est évident. Et là, effectivement, bon, ça c'est plus progressivement dégradé. Alors, à Ouagadougou, tu rencontres aussi de manière assez particulière Mbara Guérandi, le capitaine auteur du putsch contre le président camerounais Paul Biya le 6 avril 1984. Guérandi, que Compaoré recyclera par la suite de manière assez terrible. Au Libéria, notamment. Enfin, la guerre civile au Libéria. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est très étrange parce que... Il s'est transformé finalement de capitaine révolutionnaire au Cameroun en mercenaire. Ah oui, ça, c'est clair. Mercenaire sanguinaire. D'ailleurs, je raconte très précisément notre rencontre sur la route à côté de Ouaga, sur la route de Fada, où moi-même... l'ambiance est telle que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce qu'on me l'a présenté comme quelqu'un de très important, mais qui est évidemment sous un pseudonyme. Je n'apprendrai qui il est que beaucoup plus tard. Et j'ai d'ailleurs conservé une lettre de lui, à l'époque, qu'il m'a adressée. Et je crois que son pseudo, c'était Amadou Traoré. Alors effectivement, c'est assez courant en Afrique de s'appeler Amadou Traoré, mais on me l'a présenté comme tel. Et j'ai su qui il était un peu plus tard. Et bon, on n'a pas eu de contact. Après, évidemment, lui, il avait, à l'époque, il avait un discours très, très militant, quoi. Il voulait absolument tous les numéros de Libération Afrique et tout ça. Mais bon, après, comme tu le dis, il s'est recyclé. Et d'ailleurs, il a eu une triste fin où les services camerounais ne sont pas très, très loin de sa disparition. Et c'est une litote. Ils l'ont assassiné. Alors, les personnes à gauche, au sein de ma génération, ont eu du mal à comprendre, puisqu'ils n'étaient pas là, pourquoi à l'époque, de nombreux militants révolutionnaires et réformistes ont continué à cheminer avec Compaoré après l'assassinat de Sankara, parce que Compaoré, finalement, il entre dans l'histoire comme celui qui ramène son pays dans le giron de la France-Afrique et qui est un peu le démon de la guerre au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, partout, au service de l'impérialisme qu'il dénonçait quelques décennies ou quelques années même avant. Pourquoi vous n'avez pas rompu avec Compaoré? Moi, j'ai continué. C'est aussi très lié à l'attitude qu'ont eu les militants burkinabés. Et je le dis très clairement dans mon livre, la plupart de mes amis, de mes proches, ont en fait continué de fonctionner avec Compaoré et ont été écartés justement au moment de Lingani, Zongo. Moi-même, après, je deviens quelqu'un d'un peu sulfureux, parce que là... c'est le début des mises en place des pseudo-constitutions démocratiques, etc. Je dis, moi, très naïvement à Compaoré que oui, 2 mandats de 5 ans, c'est vraiment le maximum, quoi. Je l'ai vu d'ailleurs peu après le sommet de la Baule,
Et d'ailleurs, c'est très curieux parce qu'au cours de cet entretien, il y a une certaine personne qui l'appelle et qui n'est autre que Alassane Ouattara, qui à l'époque est simplement coordonnateur de la politique économique, au Doufouet-de-Boigny. Ça, c'est les avant, liens sont très anciens. avant d'être le Premier ministre plus tard. Et donc, on a une vraie rupture. Je suis curieusement invité en 91 au 4 août traditionnel. Et là, je me suis fait dépouiller dans la rue. Une mobilette m'a foncé dessus, m'a pris ma petite sacoche et tout. Et c'était très curieux parce que j'étais invité, mais je n'avais aucun carton pour assister aux différentes cérémonies. Je sais très bien comment ça se passe. Donc je ne voulais pas avoir l'humiliation d'être rejeté. Donc je me baladais dans Ouaga et comme m'ont dit certains camarades burkinabés, tu as été visité. Effectivement, on m'a pris effectivement toutes mes notes politiques et j'ai récupéré tout le reste par le biais du commissariat de Vitry-sur-Seine. Donc c'est quand même un petit peu étrange. Et là, c'est la rupture avec... Compaoré ne me reverra qu'en 98. Et c'est lui qui vient vers moi, parce que c'est l'époque Jospin. Il me donne il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier de la droite. Et c'est ça, voilà, mais c'est pour ça. Mais moi, ça m'a été beaucoup reproché par certains. Et d'ailleurs, je n'ai aucun mal à le reconnaître. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que quand même, par rapport à la lutte clandestine du FPI, Compaoré a donné quelques petits coups de main. Donc c'était très, très compliqué. Parce que Compaoré a eu l'art de soutenir, que ce soit par exemple au Burkina ou au Niger, des mouvements démocratiques dans l'espoir... en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je dis ? En Côte d'Ivoire, oui, en Côte d'Ivoire et au Niger, excuse-moi. Toujours avec la stratégie de vouloir contrôler le chef d'État qui viendra. Et de même qu'il a été extrêmement dur avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce n'était pas le cas en 1998. Ce n'était pas du tout l'ambiance. Et après, vous avez vu également qu'au Niger, en tout cas, je crois savoir que quand Mamadou Issoufou est devenu président du Niger, la relation avec le chef d'État voisin s'est complexifiée parce qu'il s'est aperçu que aussi bien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ou Mamadou Issoufou n'étaient pas des chefs d'État qu'on allait manipuler dans la sous-région. Compaoré a toujours eu l'ambition d'être celui qui allait contrôler l'Afrique de l'Ouest. Il est tombé quand même sur des os. Par des rebelles ou par des démocrates ? Par tous les moyens. Alors, un des noms illustres les plus cités dans ce livre, c'est celui de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, que tu as connu et hébergé alors qu'il était opposant en exil au temps d'Houphouët-Boigny, au temps béni de la post-colonie, pourraient dire certains. Et ce qui transparaît dans ce livre, c'est une relation égalitaire entre vous, une relation d'entraide. Tu l'aides dans sa traversée du désert alors qu'il est en France, et lui, il t'aide et il te conseille dans ton propre cheminement politique. Il n'y a pas de mentorat. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le monde, c'est c'est au moment où c'est très chaud en Côte d'Ivoire. Et puis, entre la France et la Côte d'Ivoire, Le Monde a fait un papier en disant... les soutiens de Gbagbo, Henri Emmanuelli, Charles Josselin, qui avait été ministre de la Coopération, oui, et son mentor Guy Laberty. J'ai téléphoné à Laurent Gbagbo le soir, je lui ai dit, écoute, Le Monde titre que tu es mon mentor, mais quand je suis ton mentor. Que je suis ton mentor, en réalité, c'est toi qui as été mon mentor et qui m'a fait aller au PS. Et donc, lui, il a dit, oh, c'est pas grave. Mais je savais qu'il était un peu atteint d'imaginer qu'on puisse dire qu'il est un mentor. Mais je dis ça... Qu'il est mentoré. Et puis en plus, c'est la réalité, c'est que c'est lui qui a inspiré ma forme d'engagement, je dirais, plus institutionnelle que quand il m'a connu, où j'étais à la tête d'un journal militant, voilà. Et c'est finalement ces années communes qui ont quand même pesé qui ont eu un certain déterminisme politique. Alors tu racontes comment Laurent Gbagbo est exilé en France
passe par ce qui reste des réseaux militants au sein du pouvoir Mitterrand pour tenter de nouer des liens avec le pouvoir. Et il passe notamment par la secrétaire de Mitterrand, Paulette de Crène. Est-ce que ça ne dit pas beaucoup sur ce qui va arriver plus tard, le dirigeant qu'on n'accepte pas vraiment, qu'on menace à demi-mot d'un sort comparable à celui du Marocain Mehdi Ben Barka, et qui essaye quand même en vain de passer par la petite porte pour au moins avoir une neutralité bienveillante, parce que Paulette de Crène, la secrétaire de Mitterrand, c'est pas le moyen le plus classique d'essayer de parler à un président de gauche quand on est un opposant de gauche. Bon, ça, de toute façon, ce rendez-vous a été sans doute arrangé par des réseaux que j'ignore peut-être. En tout cas, c'était pas... il fallait voir, au moment où ces choses se passent, là, c'est un vrai problème politique, Gbagbo, pour la France, parce que Laurent Gbagbo aurait pu tout à fait, et d'ailleurs c'est ce que certains du Parti socialiste ont voulu le convaincre, que plutôt que de demander un statut de réfugié politique, mais prenez donc la nationalité française. Il pouvait le faire facilement. Il était né avant l'indépendance. Son père avait été, il a été d'ailleurs plus tard décoré par la France, était un ancien prisonnier de guerre et blessé de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des tas d'arrangements possibles. Mais c'est vrai qu'à l'époque... Ça revenait à tirer un trait sur ses ambitions politiques. Non, c'était pas dit. Oui, certainement par rapport à l'avenir. Mais à l'époque, ce qui était important, c'était que, et ça je peux l'affirmer, Laurent Gbagbo, quand il a écrit l'Alternative démocratique, il met un mot, la dictature. Et en fait, quand il est arrivé en France, son objet était effectivement d'écrire ce bouquin, mais aussi de démontrer au monde que le système de Houphouët-Boigny n'était pas démocratique. Et en étant un réfugié politique de l'OFPRA, c'était l'aveu par la France que le système Houphouët-Boigny était un système dictatorial. Et ça a pris longtemps. Parce que là, les rendez-vous que vous évoquez là, ils se passent en 82. Et Laurent Gbagbo n'a obtenu son statut de réfugié qu'en 85. Et ça a pris 3 ans. Et là, c'est vrai qu'il est, sur cette question-là, il est resté attaché à sa nationalité ivoirienne, c'est-à-dire qu'il a refusé les arrangements qui auraient pu lui enlever toute difficulté administrative. Et moi, disons que je suis aux côtés de Laurent Gbagbo quand il est toujours dans les récépissés 3 mois. Il a fait ça pendant 3 ans. Et vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'était les queues à la préfecture, c'était bon à... Voilà. Et je pense que il y avait... je peux dire qu'il était... De toute façon, Laurent Gbagbo, quand il arrive en France, il est véritablement sur une ligne social-démocrate. Déjà Oui. En 82. Mais c'est sûr. C'était très rare, cette oui, ligne. et donc, même... Vous avez beaucoup de militants qui rejettent Laurent Gbagbo parce qu'ils le trouvent, comme on dirait, démocrate bourgeois. Sauf qu'ils n'ont peut-être pas saisi à l'époque que la lutte pour la démocratie, c'était un pas énorme en Afrique. Parce qu'à cette époque-là, quand on n'était pas d'accord, on était en tôle. Alors bien sûr, je sais que le multipartisme, c'est pas la démocratie, mais quand il y a eu le multipartisme, il y a quand même eu 10 000 militants qui sont sortis de prison en Afrique. Ça, c'est peut-être mon côté réformiste, mais qui est quand même très révolutionnaire. Ça a permis à beaucoup de gens de recouvrer le droit de faire de la politique, alors qu'on les avait mis en tôle sous les jeunes militaires et les partis uniques. Alors, lui, effectivement, il a marqué une rupture, je situe, bon, ça le regarde, c'est à lui d'écrire, mais plutôt à la fin des années 70. Quand il arrive ici, il est déjà pour une économie sociale de marché. Et je crois que je le dis, Laurent Gbagbo a même sollicité l'adhésion à l'Internationale socialiste alors que le FPI est encore clandestin. Et ça se passe en 89 et ça a fait hérisser les cheveux de tous les sociodémocrates d'Europe à l'époque, en particulier en France, que un parti clandestin veuille adhérer à l'Internationale socialiste. Ça ne s'est fait qu'en 92. Alors de la clandestinité au pouvoir et du pouvoir au retour à la case prison et puis à la case opposition, la vie de Laurent Gbagbo est un roman.
c'est ce que tu écris dans ton livre, c'est aussi l'histoire d'une famille politique, d'amis de 30 ans qui se déchirent aujourd'hui et qui semblent oublier le passé. Tu racontes par exemple ta visite à Abidjan alors que Laurent est en exil et que Simone garde les enfants et l'appareil politique du parti clandestin. Ils franchissent tous les obstacles ensemble, puis patatras, ils se déchirent comme se déchirent d'autres personnes qui ont été de cette génération-là. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de tristesse ? Si vous voulez, si tu veux, je pense que là, on est hors du livre, là. Mais bon, moi, je ne veux pas me dérober devant une question d'actualité. Moi, l'enthousiasme des années 90, il était aussi fondé sur un principe que Laurent Gbagbo m'a rappelé souvent lui-même. Il m'a dit, tu sais, Guy, en politique, il faut toujours rassembler son camp et diviser l'adversaire. Et je n'ai pas vraiment le sentiment que c'est ce qui est en train de se passer. Donc je crois que cette volonté de rassemblement me semblait doit rester la première préoccupation. Maintenant, je ne veux pas aller plus loin parce qu'on va dire, mais attends, celui-là, il se mêle de donner des conseils sur ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Moi, ce que je constate, c'est qu'un des principes majeurs qui a conduit à des victoires politique, électorale, il est au moins à remettre à l'ordre du jour. En même temps, tu as la légitimité pour te mêler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, puisque tu étais un militant de première heure du FPI dans la clandestinité, et que le FPI est un parti qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, je pense, en tout cas, n'a pas de condition de nationalité pour en être membre. Donc, tu pourrais quand même répondre à la question sur est-ce que la tentative d'être candidat en 2025 de Laurent Gbagbo, alors qu'il a été rendu inéligible par les manœuvres du pouvoir, est-ce que tu comprends cette volonté de réhabilitation par la participation à cette présidentielle 2025 ? Est-ce que c'est pas le combat de trop à 80 ans ? Tu peux quand même dire ou pas ce que tu en penses, même si tu es à Vitry et pas à Abidjan. Oui, de toute façon, par rapport à ce que tu dis au début, aujourd'hui, même au PS, on peut être membre d'un parti qui est membre de l'Internationale socialiste. Moi, j'avoue que j'ai cotisé et milité jusqu'en 90. J'ai adhéré au PS en 91. À l'époque, quand j'ai été effectivement dans la clandestinité du FPI, j'étais aussi au PSU, bon là il n'y avait pas de problème, mais cette double appartenance est reconnue puisqu'après le FPI a rejoint l'équipe, l'adhésion à l'Internationale socialiste et aujourd'hui on peut être socialiste français, et membre du SPD, membre du Parti européen, il y a les doubles appartenances. Bon après je ne parle pas sur le détail de la situation actuelle, mais moi-même je ne me suis plus considéré comme un militant du FPI dès lors que je n'étais plus dedans. Maintenant, bon, j'ai fait un gros détour pour revenir à la question que tu peux me repréciser. Je demande si, est-ce que tu te sens légitime à dire si Gbagbo candidat en 2025, c'est le combat de trop pour un homme de 80 ans qui a déjà beaucoup donné ? Bon, honnêtement, je pense que il a été écarté du pouvoir de façon injuste. Bon. J'aime bien entendre Robert Bourgi dire que Sarkozy voulait le vitrifier et que Laurent Gbagbo, le cher Laurent, avait gagné les élections de 2010. Mais il fallait le dire en 2010. Moi, quand je le disais sur les plateaux, mais je me faisais jeter. Enfin, pas tout à fait jeter, mais enfin, quand je sortais des micros, j'avais un rapport un petit peu houleux avec ceux qui parfois m'ont interrogé, à RTL ou ailleurs. Hein. Donc... moi, je pense qu'en tout cas, dans sa démarche, il a gardé ce sentiment d'injustice qui se manifeste à travers le fait qu'il puisse pas jouir de ses droits civiques à cause de cette histoire abracadabrante de ce qu'ils ont appelé de façon tout à fait erronée le braquage de la BCAO. Hein. Donc, il est effectivement dans cette logique-là que je peux comprendre. Maintenant... je pense qu'il est aussi à la tête d'un parti. Ce parti fait des choix. Je pense qu'il y a sans doute
des débats internes là-dessus, visiblement, puisque Laurent Gbagbo récemment a dit il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D, il n'y a pas de plan Z, ce qui veut dire peut-être que le fait de dire ça signifie qu'il y a peut-être d'autres plans. Sinon, je ne vois pas pourquoi il le dirait. Donc, qu'ils poursuivent leur processus, qu'ils le définissent. Moi, je ne suis pas membre du PPACI, qu'ils définissent ce processus-là, mais je pense que fondamentalement, c'est ceux qui porteront vraiment une dynamique de rassemblement qui auront raison au regard de l'histoire. Après que chacun construise son itinéraire, il y a des éléments aussi qui sont extrêmement personnels, que je n'ai pas ni à partager, ni à combattre. Je constate qu'effectivement, il faut faire de la politique toujours et se garder d'entrer dans des logiques de politique fiction. Mais là, l'avenir dira. La politique fiction, c'est-à-dire ? Mais la politique, quand on croit... si vous voulez, c'est très simple. Aujourd'hui, vous êtes dans une logique. Le combat de Laurent Gbagbo, c'est récupérer ses droits civiques. Moi, là, il est fondé à le faire, puisque de toute façon, cette histoire de justice... Alassane Ouattara l'a gracié, l'a pas amnistié, il sait pourquoi. C'est pour l'empêcher d'être candidat. Simone Gbagbo, elle a été amnistiée. Donc, elle a déclaré sa candidature. Voilà. Charles Blé Goudet n'a pas été amnistié. Donc, si vous voulez, je pense que chez lui, il y a une volonté toujours de tenir tête à ce que lui a fait subir Alassane Ouattara. Lui pense que accepter la candidature... Moi, je suis d'accord qu'il veuille récupérer ses droits civiques. Après... Mais tu ne penses pas que Ouattara puisse lui faire cette fleur, globalement ? Je vais vous dire ce que je crains, moi. C'est que si d'autres candidatures se manifestent, peut-être qu'Alassane Ouattara, à ce moment-là, réintégrera Laurent Gbagbo pour semer la zizanie au sein de l'opposition ivoirienne par rapport à son 4e mandat, sur lequel il ne s'est pas encore prononcé. Et ça, c'est une des ruses qui font qu'aujourd'hui, je suis prudent. Parce que je ne suis pas absolument sûr, même si, étant mécréant, je crois peu au miracle, je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait encore quelque chose trappe d'ici octobre 2025. On va observer, en tout cas, merci Guy Labertier et merci à vous d'avoir regardé cette édition spéciale de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.